Tennessee Williams, Le poulet tueur et la folle honteuse, 10-18, Un sac de dames en perles, 1930. Par une froide soirée de novembre, un petit homme marchait péniblement le long d'une allée, portant sur ses épaules un énorme sac plein à craquer. Il avançait d'une démarche fugitive et empruntée, tel un vieux bâtard fatigué qui sent instinctivement que seule une extrême prudence peut le mettre à l'abri d'une agression. Cet homme ne vivait pas dans l'illégalité, il n'avait pas lieu de craindre d'être molesté par les forces de l'ordre. Et pourtant, tout dans son comportement trahissait la culpabilité et la peur d'être reconnu. Il longeait les murs des garages comme s'il cherchait à se dissimuler dans l'ombre, et évitait la lumière des quelques réverbères. À chaque fois qu'il croisait un passant, il baissait la tête et évitait son regard. Cette attitude n'était pas celle de la dureté ni de la hardiesse insolente de ses semblables. Il semblait accablé par un sentiment presque névrotique d'humilité et de honte. Depuis 15 ans, il était chiffonnier. Chaque jour, il suivait un trajet immuable à travers les allées d'un quartier résidentiel huppé, fouillant les poubelles à la recherche de vieilles chaussures, de divers objets de métal cassés et rouillés, de ballots d'étoffes sales et déchirées. Il revendait pour une misère le produit de ses fouilles aux marchands qui savaient tirer profit de ses camelotes. Cette activité lui serait apparue insupportablement fastidieuse s'il n'avait été soutenu, durant ces 15 années, par un fol espoir, l'espoir de découvrir un jour, parmi tous ces rebuts, un objet de grande valeur jeté par mégarde à la poubelle, une bague ou une épingle de diamant, une montre de prix ou des boucles d'oreilles, un bijou qui vaudrait une centaine de dollars. De quoi assouvir enfin tous ses rêves de mendiant. Certains soirs, son cœur avait battu très fort au scintillement d'un simple morceau de verre ou à la vue d'un bout de papier d'argent sur le rebord d'une poubelle. Et, bien qu'il n'ait jamais rien trouvé encore que des débris de métal, de cuir ou d'étoffe sans valeur, l'espoir n'était pas mort en lui. Il s'était fait une règle impérative de suivre chaque jour son itinéraire jusqu'au bout. Et c'est pourquoi, ce soir-là, bien que son sac soit déjà bourré de tout ce qu'il pouvait contenir, il ne rentrerait pas chez lui avant d'avoir inspecté les derniers recoins du quartier. Les pieds et le dos douloureux, il allait péniblement d'une poubelle à l'autre, s'arrêtant parfois pour changer une des trouvailles déjà enfouies dans son sac contre une autre qui lui semblait plus intéressante. Il tomba en arrêt devant l'une des poubelles, qui se trouvait entièrement coiffée d'un carton à chapeau mauve, rempli de papier d'emballage. Saisi d'une subite impulsion, il s'empara du carton pour en examiner le contenu. Son attention fut attirée par le bruit d'un objet lourd qui glissait sous ce tas de papier. Il souleva les papiers et au fond du carton à chapeau, il découvrit le trésor qu'il avait cherché durant 15 années. C'était un sac de dames en perles. Dans un premier mouvement d'avidité, il oublia toute prudence et, les mains tremblantes, il allait s'emparer du sac. Juste à ce moment-là, il entendit une porte claquer. Il s'imposa alors d'examiner longuement le talon usé d'une vieille chaussure. Son cœur battait à grands coups dans sa poitrine, et sous l'émotion la tête lui tournait. Un sac de dames en perles. Il entendit la porte se refermer. Il cessa de s'intéresser à cette vieille chaussure et, accroupi devant la poubelle, il plongea la main dans le carton à chapeau pour sentir à nouveau le sac de perles. Il caressa du bout des doigts la surface douce et fraîche de sa précieuse trouvaille, avec la délicatesse d'un séducteur circonspect qui caresse une femme dont il n'est pas sûr. Il examina encore les alentours et le fond des jardins, regardant tout autour de lui pour s'assurer que personne ne l'observait. Puis en un éclair, il s'empara du sac et le fourra dans la poche de son manteau. C'était fait. Il tenait son trésor. Avec une nonchalance simulée, il reprit son gros sac sur l'épaule et commença à descendre tranquillement l'allée. Nul ne pouvait supposer qu'il avait trouvé ce jour-là autre chose qu'un carton rempli de vieux papiers et une vieille chaussure. Mais, dans sa poche, sa main étreignait fortement le sac de perles, comme si seul le contact des perles minuscules et fraîches contre sa paume pouvait le faire croire à la réalité du miracle. Dans sa poche, ses doigts trouvèrent l'ouverture du sac. Il l'ouvrit et glissa ses doigts dedans. Contre l'étoffe pelucheuse, il pouvait palper les pièces et les billets dont il était rempli, et il était bien rempli. Des visions enchanteresses passèrent devant ses yeux, visions de tous les plaisirs qu'allait lui procurer cet argent. Il se voyait déjà vêtu avec élégance, savourant des mets délectables, goûtant enfin au luxe et aux splendeurs de la vie dont il avait rêvé tant d'années. Avant d'atteindre le bout de l'allée, il se retourna et lança un dernier coup d'œil derrière lui. Et en ce bref instant, tous ses rêves se brisèrent. Debout devant la poubelle miraculeuse se tenait un grand jeune homme en tenue de chauffeur. Leurs regards se croisèrent, et bien que l'expression du jeune chauffeur soit tout à fait anodine, cela suffit à provoquer la panique dans l'esprit du chiffonnier. En un éclair, il imagina qu'on avait dû s'apercevoir de la disparition du sac de perles, qu'on avait cherché partout, qu'on avait pensé à la poubelle, et envoyé le chauffeur pour essayer de le retrouver. De toute évidence, il allait comprendre que c'était le chiffonnier qui l'avait pris. On allait avertir la police,
et voilà que le monde, que le pauvre homme avait toujours redouté, allait étendre sur lui ses mains froides et cruelles. Il était devenu un délinquant. Cette seule pensée le rendit fou de terreur. Une sorte de frénésie s'empara de lui, comme un petit animal pris au piège. Dans son affolement, il lui apparut que la seule possibilité de se sauver encore était de rendre le sac de perles à sa propriétaire. Sans réfléchir davantage, il se pressa de quitter l'allée et tourna le coin de la rue. Il longea le trottoir jusqu'à l'élégante résidence de pierre grise d'où il croyait que le sac provenait. La peur, l'effroi même, lui coupait le souffle lorsqu'il s'approcha de la grille du portail. Il repéra la sonnette et appuya d'un coup bref sur le bouton. La porte s'ouvrit au bout d'un instant. Dans le vestibule, brillamment éclairé, il aperçut la silhouette d'une jeune femme vêtue d'un strict ensemble noir et blanc. Il osait à peine lever les yeux sur son visage, mais il éleva le sac de perles avec l'humilité d'un prêtre élevant une offrande devant l'autel d'un dieu courroucé. Il marmonna. J'ai trouvé ça dans la poubelle. La femme de chambre reconnut aussitôt le sac de sa maîtresse. Elle comprit qu'on avait dû le jeter avec le carton à chapeau, qu'elle avait descendu le matin de la chambre. Elle n'en craignit pas moins les conséquences de sa négligence, et elle se garderait bien de dire la vérité sur la disparition du sac, et surtout de quelle façon elle l'avait retrouvé. Elle le rapporta donc dans la chambre de sa maîtresse, qui était en train de s'apprêter pour aller dîner dehors. J'ai trouvé votre sac sur le piano, Miss Fairbairn, dit-elle tout simplement. Sans se détourner de la coiffeuse où elle était en train d'arranger ses cheveux, la dame répondit simplement. Mets-le dans mon tiroir, Hilda. Quelques minutes plus tard, le coursier d'une maison de couture se présenta in extremis avec un grand carton. Hilda le monta dans la chambre de sa maîtresse, le posa sur le lit et lui tendit la facture qui s'élevait à plusieurs centaines de dollars. Miss Fairbairn ouvrit son sac de perles et en préleva la somme demandée, pratiquement tout ce qu'il contenait, qu'elle tendit à la femme de chambre. Puis elle ouvrit le carton et sortit de son emballage de papier de soie un manteau de soirée d'un tissu blanc et diaphane, parsemé d'éclats de métal brillants. Elle le tendit un moment sous la lampe et l'observa d'un œil critique. Puis elle le jeta sur son lit. Son beau visage délicat tordu en une grimace de dégoût. Franchement, pensa-t-elle, je ne devais pas avoir toute ma tête quand j'ai acheté cette horreur. Comment ai-je pu penser une minute que je porterais un truc aussi ridicule? Elle retourna à son miroir et recommença à lisser les boucles dorées de sa chevelure. Elle avait déjà oublié cette petite contrariété, et son visage reprit son expression habituelle, d'autosatisfaction souriante. Traduit par Maurice Ponce.